Bonjour Bonjour Yacine Teguia. bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Yacine d'avoir accepté notre invitation. Yacine, vous êtes producteur de cinéma et cadre du mouvement démocratique et social algérien. C'est aujourd'hui l'anniversaire de la signature des accords de cessez-le-feu qui ouvraient la voie à l'indépendance de l'Algérie. 60 ans jour pour jour que les accords d'Évian ont été signés, 60 ans que l'on interroge l'héritage, les conséquences aussi de cette guerre, conséquences psychologiques, conséquences politiques pour la France et pour l'Algérie. Accord d'Évian en France, souvent synonyme d'accord de paix. 60 ans plus tard, est-ce qu'on peut parler de paix vraiment? Est-ce qu'on peut parler de réconciliation exactement? Alors, de paix, oui, bien évidemment, hein. Et je pense qu'il faut souligner que dès le 19 mars 1962, le cessez-feu a été appliqué. Quoi qu'on ait dit du rapport de force et de l'état de l'armée de libération nationale à ce moment-là, la chaîne de commandement était encore totalement intacte et le cessez-feu a été appliqué de manière quasi parfaite à l'ensemble du territoire national. Il y a eu encore certes des violences après, mais disons qu'elles se sont atténuées avec l'arrêt essentiellement des violences essentiellement dues à l'OAS à ce moment-là. Voilà. Alors ensuite, bien des années après, dans les années 90, l'Algérie a malheureusement renoué avec la violence, mais je crois que trop souvent, on a fait un parallèle entre la guerre d'Algérie et les violences qui étaient commises par les groupes islamistes en Algérie contre la société. Et donc, on a un peu trop rapidement fait un parallèle entre l'armée nationale populaire algérienne et le rôle qu'a pu jouer l'armée française à ce moment-là. Voilà, donc ce n'était pas encore, le parallèle n'était pas du tout justifié. Et au-delà, depuis, on peut considérer que l'Algérie est un pays relativement stable du point de vue de la violence et il existe encore quelques violences épisodiques. Malheureusement, le terrorisme peut frapper dans de nombreux autres pays. La France en a été victime, entre autres, en 2015 avec des attentats sanglants. Je pense qu'en Algérie, aujourd'hui, on a dépassé ce genre de choses. Alors, juste revenir sur la date du 19 mars, est-ce que c'est une date qui est célébrée ou qui est commémorée en Algérie? Ou est-ce que, parce que comme disait Pierre, les accords d'Évian ouvraient la voie pour l'indépendance de l'Algérie, mais l'indépendance de l'Algérie a été vraiment proclamée le 5 juillet. Donc, quelle date est plutôt célébrée? Est-ce qu'il y a des commémorations, par exemple, d'organiser pour ce 19 mars 2022? Alors, assez curieusement, on a l'impression que le pouvoir algérien a oublié que nous étions l'année du 60e anniversaire de l'indépendance. On pourrait se questionner. Officiellement, la date du 19 mars est une date qui est célébrée en Algérie. Cette date du cessez-le-feu est naturellement le résultat de l'indépendance du référendum du 3 juillet et la proclamation de l'indépendance le 5 juillet 1962. On a l'impression que le pouvoir ne prépare en rien la moindre commémoration officielle. C'est un petit peu comme s'il se sentait lui-même illégitime à célébrer face à un mouvement populaire le Hirak, qui a émergé en 2019 et qui voulait articuler souveraineté nationale et souveraineté populaire, là où le pouvoir semble lui-même les opposer. Et donc, il est un petit peu en mal pour organiser une des dates commémoratives d'événements de la guerre de libération. Les Algériens défilaient avec des banderoles qui rappelaient ces événements, avec des portraits des dirigeants morts pendant la guerre de libération, etc. Parce qu'il y a encore un sujet de conflit, y compris avec le pouvoir, autour de cette mémoire en Algérie d'abord. Les Algériens ont l'impression, et à juste titre, qu'on leur a volé d'abord cette mémoire, qu'on ment sur l'écriture de cette histoire. Je vais donner juste un exemple, c'est celui de Abban Ramdan.
qui a été un des dirigeants du FLN, l'organisateur du congrès de la Soumam en 1956, qui a été assassiné par ses pairs et que pendant très longtemps, on a laissé faire croire qu'il avait été tué par l'armée coloniale. Et donc, voilà, c'est un de ces épisodes et qui a ouvert la voie à d'autres choses pendant encore la guerre de libération, mais immédiatement après. Et en l'occurrence, juste après le cessez-feu, ça a été la question du rôle contesté de l'armée des frontières et de la prise du pouvoir par une partie de l'équipe dirigeante du FLN à l'époque et de l'état-major pour prendre le pouvoir en Algérie. Voilà. Donc, il y a une histoire qui est contestée et des Algériens qui essaient de se la réapproprier. Et j'ai le sentiment qu'ils veulent commémorer non pas de manière officielle, les Algériens, ce 60e anniversaire, mais par des initiatives citoyennes. Ça peut aller, Mustapha Benfodil, l'écrivain et journaliste Mustapha Benfodil vient d'écrire une pièce qui est jouée actuellement en France et qui sera jouée en Algérie. Je pense à des ouvrages qui sont écrits, toute une série d'ouvrages d'historiens ou de témoignages. Ça peut être aussi des expositions. Il y a d'ailleurs, dernièrement, il vient d'y avoir une exposition un peu qui a été un peu remise en cause, puisque aux Ateliers Sauvages, c'était un artiste français a été invité. C'était le fils d'un journaliste d'Alger républicain et on ne lui a pas donné de visa. Donc voilà, l'activité est un peu compromise. Et donc c'est pour dire voilà les difficultés devant lesquelles se heurtent les Algériens. Justement, vous avez parlé, Yacine, de commémorer, vous avez utilisé le terme commémorer. Emmanuel Macron, le président français, a dit vouloir justement lui aussi commémorer ces accords et non pas les célébrer. De quoi cette distinction sémantique est-elle le nom? Qu'est-ce que ça raconte d'après vous? Alors, c'est évident que dans cette question sémantique la question de l'approche que l'on peut avoir de ce moment-là. Certains ont encore des difficultés à célébrer quelque chose. Peut-être que pour ma part, j'aurais pu effectivement dire célébrer le 60e anniversaire. En même temps, les difficultés qu'affrontent les Algériens en ce moment se prêtent peu, on va les dire, à des célébrations. Les difficultés, elles sont de toutes sortes. Elles peuvent aller des coupures d'eau à la répression. Des centaines d'activistes sont aujourd'hui en prison. Et on a l'impression que l'Algérie prend le chemin inverse que celui qu'elle prenait à l'indépendance. Donc, voilà, le chômage qui est là, une inflation à 2 chiffres. Voilà, on est devant des problèmes considérables et on imagine difficilement ce pouvoir organiser dans ce contexte-là une célébration. Et du côté français, je pense que voilà, le pouvoir, même s'il a fait un certain nombre de pas et d'efforts relativement importants qui font avancer considérablement les choses dans les relations entre la France et l'Algérie. Je pense que la démarche reste encore empreinte non plus du poids du passé, je pense qu'il est en train d'être dépassé, mais des considérations présentes et à venir. Et elle pèse lourdement en ce moment de reconfiguration géostratégique à l'échelle mondiale, régionale d'abord. Je pense qu'on est dans un moment où la France-Afrique est en train d'être très sérieusement remise en cause. Et puis, on voit bien que ce qui se passe, le conflit en Ukraine, nous montre bien que les relations internationales, l'architecture de ces relations et de sécurité est en train d'être revue à l'échelle mondiale. Et je pense que ça pèse lourdement sur ces deux phénomènes, à la fois en Afrique et à l'échelle mondiale, pèsent lourdement sur la relation algéro-française. C'est intéressant parce que dans la façon dans ce que tu racontes, tu mets vraiment en opposition d'un côté le populaire et des aspirations en fait du peuple, notamment à travers le Irak, le mouvement qui est né il y a 3 ans et qui a fait chuter Bouteflika, et de l'autre le pouvoir
qui semble en fait être en résistance par rapport à ce populaire. Est-ce que c'est comme ça vraiment qu'il faut percevoir la société aujourd'hui algérienne, l'Algérie, c'est-à-dire d'un côté le pouvoir, de l'autre côté le peuple, et puis finalement pas tellement d'aller-retour entre les deux? Alors, des allers-retours, il y en a toujours, il y a des dialectiques et parfois même fécondes, mais la réalité, c'est que le pouvoir, autour de cette question de la mémoire, prend le risque de se voir dépouillé de l'élément principal de sa légitimité depuis 60 ans. Le pouvoir a vécu d'une rente historique, de ce qu'on appelle en Algérie la légitimité historique. Et donc, voilà, c'est au nom du combat qui a été mené pour l'indépendance que les dirigeants ont régné sur ce pays. Et je dis bien régné sur ce pays, c'est-à-dire agi dans l'arbitraire le plus complet depuis des décennies. Et les Algériens, justement, en remettant en cause cet arbitraire, ils remettent aussi en cause cet élément de cette légitimation. Non pas que la guerre d'indépendance serait illégitime, c'est son instrumentalisation par le pouvoir qui est illégitime. Et il s'agit en vérité pour la société algérienne de se réapproprier un patrimoine commun de l'ensemble de la société algérienne, même si ça ne sera pas sans difficulté et même si ça ne sera pas sans évoquer d'autres événements historiques qui sont survenus depuis l'indépendance, douloureux et qui mettent aussi le pouvoir en accusation, que ce soit la répression à l'issue du coup d'État de 65, que ce soit la répression en avril 80 en Kabylie, que ce soit le terrorisme, que ce soit la répression en octobre 88 avec des centaines de morts, que ce soit toujours en Kabylie en 2001, etc. L'histoire de l'Algérie indépendante n'est qu'une succession de luttes au nom de l'état de droit et de la démocratie auxquelles le pouvoir a opposé la violence et la répression. Et donc, voilà, il s'agit de réécrire un récit national commun. Et donc, il y a un enjeu essentiel du Hirak qui va très certainement passer par autre chose que ce qu'est en train de faire le pouvoir, c'est-à-dire une espèce de justice aux ordres pour réguler des nouveaux rapports de force, mais plutôt l'idée d'une justice de transition qui nous permettra d'aborder l'ensemble de ces épisodes de l'Algérie indépendante pour écrire un récit national qui commence effectivement avec le mouvement de libération nationale, mais qui s'écrira jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Hirak, il existe sous quelle forme? Alors, le Hirak existe sous deux formes, je vais dire. La première, c'est celle de la résistance à la répression actuelle. On n'assiste plus aux grandes marches populaires des vendredis et celles des étudiants des mardis auxquelles on a eu droit pendant un an et demi. Avec le Covid, elles ont reflué et puis le pouvoir s'est saisi de ce reflux pour organiser la répression et essayer de se relégitimer électoralement. Non, mais le Hirak, c'est d'abord dans cette résistance qui s'exprime. Et puis, je crois que beaucoup sous-estiment très largement un autre mouvement et qui me semble essentiel, c'est le mouvement de grève qui est en train de s'étendre à toute l'Algérie. Dans toute l'Algérie, dans toutes les wilayas, l'équivalent de vos départements, on observe des grèves quotidiennes. Et donc, il y a une espèce de jonction qui est en train de se faire entre les revendications sociales et la revendication politique. Et un des slogans du Hirak était, et qui rappelait un des mots d'ordre, un des points de la plateforme de la Souma, mais écrite pendant la guerre de libération en 1956, c'était pour une Algérie démocratique et sociale. Et je pense qu'on est en train d'assister à la montée de ces revendications sociales et qui ne sont pas non plus en opposition aux revendications démocratiques. Très souvent, le pouvoir a essayé d'opposer les unes les autres, mais qui sont en train de faire jonction. Je veux juste en donner une forme de cette jonction. C'est quand les détenus d'opinion décident de faire une grève de la faim. Eux aussi utilisent la grève comme moyen de lutte, quand en même temps, les travailleurs sont en train d'utiliser la grève, et comme les citoyens font la grève du vote en boycottant les élections. Le journal La Croix. Il y a là une nouvelle forme de lutte qui est la grève. Et cette grève s'exprime dans tous les compartiments de la lutte.
Le journal La Croix a parlé de l'exil des élites et de la classe moyenne qui fuient le pays par manque de possibilités de se projeter. Qu'est-ce qui n'attire plus aujourd'hui dans le modèle algérien? Alors, d'abord, il faut reconnaître au pouvoir qu'il a fait émerger pendant les 20 ans de Bouteflika, grâce à l'argent, à l'embellie pétrolière, une classe moyenne qui avait été très largement détruite par les années d'ajustement structurel. Et les classes populaires, beaucoup plus encore. Mais en même temps, justement, c'est que ces classes moyennes ont des aspirations toujours plus grandes. Il est légitime qu'après avoir réglé un certain nombre de problèmes sociaux, avec des augmentations de salaire, l'accès au crédit qui a permis à certaines d'acquérir de logements, des véhicules, un certain nombre de biens, etc., bien, c'est évident que ces segments de la société souhaitent autre chose. Elles souhaitent d'abord un avenir pour leurs enfants. Et puis, elles souhaitent aussi vivre dans un pays où elles peuvent s'épanouir, vivre en liberté, avoir des loisirs tout simplement. Et tout ça leur était d'une certaine manière proscrit par de mille et une manières. D'abord, par le compromis dans lequel était le pouvoir avec l'islamisme et qui finalement maintenait sur la société une certaine chape de plomb, même si il est clair que l'islamisme est vaincu dans ce pays. L'idéologie et le pouvoir en a été un de ses relais, continue à imprégner la société, les institutions surtout. Et donc ça pèse. Et donc un certain nombre de gens qui avaient pensé, un certain nombre de catégories qui avaient pensé que justement après la victoire sur l'islamisme dans l'affrontement avec le terrorisme, eh bien, on allait voir reculer très nettement cette hypothèque. Eh bien, justement, le pouvoir n'a pas voulu rompre alors que la société était prête. Et là-dessus, c'est clair, c'est les résultats du référendum en 2005 pour la charte pour la paix et la réconciliation. Les chiffres ont été truqués de manière honteuse et en réalité, il y a eu une abstention phénoménale. Une abstention. Et en tant que militant, moi-même qui avais mené une campagne à cette époque, qui avait été arrêté, mis sous contrôle judiciaire durant cette campagne, je peux vous dire qu'on n'a jamais reçu un écho aussi favorable de toutes les campagnes que nous avons menées depuis des décennies. C'était quelque chose de colossal, ce qui montrait bien que l'Algérie en avait fini avec l'islamisme. Et ce qui voulait dire qu'à terme, Bouteflika devait partir, parce qu'il exprimait justement le compromis avec l'islamisme. Alors justement, à terme, Bouteflika devait partir. Vous avez réussi à le faire partir. Il a été remplacé par Tebboune. Est-ce que lui aussi, à terme, il doit partir? Je pense que Tebboune, à terme, et je pense que le terme se rapproche considérablement, devra partir. Il a réussi ce tour de force colossal de dresser contre lui en 2 ans plus de citoyennes et de citoyens que Bouteflika l'a fait en 20 ans. Donc, il est clair qu'il ne pourra pas résister à la colère et aux attentes du peuple algérien dans les semaines et les mois qui viennent. C'est quasiment impossible et je le dis avec la même certitude que j'avais pu avoir quelques semaines et quelques mois avant l'élection présidentielle de 2019, où il me paraissait totalement impossible que Bouteflika puisse continuer. Je dis aujourd'hui, Tebboune est dans cette impossibilité. Voilà. Comment est-ce qu'il tient? Comment est-ce qu'il tient? C'est la police, l'armée, la justice, c'est ces institutions qui font qu'il tient encore? Alors, il tient d'abord, pourquoi tient-il? Je pense que c'est important de se poser la question pourquoi tient-il? Je pense qu'il tient à la fois pour des raisons nationales et essentiellement, je vais dire, de recomposition de la classe politique. C'est-à-dire que le pouvoir tente de reconfigurer la classe politique de manière artificielle à son bénéfice. Et de l'autre côté, la société est aussi, elle aussi, en train de travailler une recomposition de la classe politique. Donc d'abord, il y a ce phénomène interne. Quand je dis recomposition, pendant très longtemps,
le champ politique algérien était divisé en 3 segments, démocrates, islamistes et nationalistes. Je pense que le segment nationaliste est totalement disqualifié aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les Algériens ne sont pas attachés à leur souveraineté nationale, à leur indépendance. Non, justement, c'est qu'ils s'en sont emparés et qu'ils retirent cet élément de légitimation au pouvoir. L'islamisme lui-même est disqualifié. Et donc, en réalité, on observe une recomposition autour de 2 courants que je pourrais appeler pour l'un national-populiste et pour l'autre progressiste. Voilà, on a essentiellement ces 2 courants qui sont en train d'émerger à travers le Hirak, une grosse recomposition, et je pense que le pouvoir veut peser sur cette recomposition. Il essaie d'y peser à la fois depuis les institutions, et y compris à l'intérieur du Hirak, y compris à travers les arrestations, etc. C'est ça manière de peser sur cette recomposition. La deuxième des choses, je pense qu'il reste encore parce qu'il y a un contexte international, d'abord régional et mondial, qui nécessite une relative stabilité, et c'est ce qui a fait que Tebboune a pu passer il y a déjà bientôt 2 ans. Donc, en réalité, c'est parce qu'il y a de larges pans de la société qui sont inquiètes de la stabilité de l'Algérie dans un contexte très incertain et qui souhaitent justement pouvoir passer un certain cap, disons de manière plus ou moins sereine. Mais qu'est-ce qu'il incarne, Tebboune? Enfin, qu'est-ce qu'il a fait pour assurer cette stabilité à l'Algérie? Il a tissé des liens très forts avec l'Europe. Et c'est pour faire le lien avec comment reste-t-il, comment arrive-t-il à rester, c'est qu'il incarne finalement un certain nombre d'institutions, les institutions sécuritaires, l'armée, la police, la gendarmerie, auxquelles les Algériens accordent le crédit d'avoir assuré la sécurité de ce pays, d'avoir participé, ils ont participé eux aussi, les Algériennes et les Algériens, à lutter contre le terrorisme islamiste, mais ils reconnaissent les sacrifices qui ont été consentis par l'armée, et donc ils estiment qu'elle a un rôle positif à jouer. Alors, certainement pas, ce crédit ne l'accorde certainement pas à l'état-major actuel de l'armée, mais il l'accorde à l'institution, avec, y compris dans sa hiérarchie, des officiers qui peuvent, du point de vue des Algériens, jouer un rôle positif. Et donc, ce rôle entre autres, de stabilisation. Voilà, donc c'est évident qu'il y a aussi des contradictions au sein du pouvoir, et ça aussi c'est un élément qui fait peur aux Algériens. C'est-à-dire que voilà, si à l'indépendance en 62, au moment du cessez-le-feu, il y avait un terme qui était omniprésent dans les journaux, c'était celui de congolisation. Le risque est toujours là, de voir l'État, je dis bien l'État et pas le pouvoir, se diviser, que ces institutions s'opposent les unes aux autres, etc. Et donc, cette fragilité fait que les uns et les autres, aussi bien dans les institutions, ceux qui peuvent aussi aspirer à une transformation pacifiée, pactée de l'Algérie, que dans la société, certains segments qui craigneraient une trop grande radicalisation du Hirak se disent, bon, ben, on peut essayer de trouver une forme de compromis. Je pense qu'il y aura une forme de compromis, mais ça ne sera pas avec Tebboune. Vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, on est dans un moment politique, géopolitique particulier où les équilibres se redessinent. En tout cas, les différentes puissances, la géopolitique, de manière générale, se redessinent. L'Algérie se retrouve, peut-être malgré elle d'ailleurs, vous allez nous le dire, dans un contexte particulier, dans la crise russo-ukrainienne, puisque sous pression des États-Unis, notamment, a été fait la demande de rouvrir les liens de l'Algérie vers l'Europe et notamment vers l'Espagne de son gazoduc, ce qui a été refusé hier par Alger, notamment parce que le gouvernement, enfin le pouvoir en place en Algérie a peur des mauvaises relations avec la Russie. Comment l'Algérie se situe par rapport à cette crise russo-ukrainienne et surtout, quel peut être son rôle à l'Algérie? Alors, je pense que l'Algérie veut peser sur cette recomposition géostratégique. Le lieu où elle peut, les 2 lieux dans lesquels elle peut peser, c'est d'un côté l'Afrique du Nord. Et donc, on voit bien que toute l'Afrique du Nord en ce moment est
agité par des contestations, par un certain nombre de mouvements, de remise en cause de pouvoir, etc., que ce soit au Maghreb ou que ce soit en Afrique subsaharienne. Et donc, je pense que l'Algérie peut jouer un rôle éminemment stabilisateur dans toute cette région et peut-être participer à une recomposition, on va dire, régionale et à la construction d'un nouvel ensemble maghrébo-sahélien. Deuxième lieu dans lequel l'Algérie peut influer, c'est dans les rapports avec, en Méditerranée, entre justement l'Afrique du Nord et l'Afrique de manière plus générale et l'Europe. Et de ce point de vue-là, il faut se rappeler que le gazoduc algérien a été fermé avant le conflit en Ukraine. Et donc, ce n'est pas dans le cadre du conflit en Ukraine que ce gazoduc a été fermé. Alors, officiellement, il a été fermé dans le cadre du conflit avec le Maroc, mais en même temps, on ne peut pas exclure qu'il soit porteur d'un autre sens et d'une volonté de renégocier l'accord de partenariat algéro-européen. Et donc, il s'agit là d'un enjeu essentiel au moment, effectivement, où la question du gaz et de l'énergie, de manière générale, se repose de manière très forte. Et au moment où, enfin, après de très longues années, le gazoduc et l'oléoduc qui doivent venir du Nigeria et traverser le Niger et rejoindre l'Algérie commencent ses travaux. Et donc, il s'agit là finalement de la relation entre l'Afrique et l'Europe. Il se trouve que Macron s'est proposé, à l'occasion des responsabilités qu'il occupe aujourd'hui au sein de l'Union européenne, de rediscuter de ces accords entre l'Europe et les pays africains. Et donc, il s'agit peut-être d'une anticipation, c'est-à-dire la posture qui a été prise par les Algériens sur cette question du gaz et peut-être une anticipation sur cette négociation. Voilà. Et au-delà de la négociation sur les simples enjeux énergétiques, je crois qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond au plan de vue géostratégique. C'est la question du non-alignement. C'est la question du non-alignement et de la posture française et de l'Europe dans les relations internationales. L'Europe sera-t-elle une région, un ensemble qui arrivera à s'autonomiser ou pas, vis-à-vis en particulier de l'OTAN et des États-Unis, surtout des États-Unis. Et pour l'Algérie et donc pour l'Afrique, c'est la volonté, l'expression de la volonté de maintenir ce statut de non-aligné qui est celui de l'ensemble des pays africains. Désolé, on doit s'arrêter là parce le temps est limité. Merci en tout cas d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci. Très bien. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Très bien, au revoir.